Tu ne penses qu'à toi, a dit maman. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai annulé le prélèvement automatique 4200 $ par mois. Son loyer. Sa voiture. Ses frais de scolarité. Chaque poste de dépense. J'ai posé mon téléphone et préparé le dîner. Le jour 11, la banque m'a appelé. J'ai dit un mauvais numéro et j'ai raccroché. Au moment où la banque a appelé le jour 11, j'avais déjà cessé de répondre aux appels de 3 numéros, la banque, ma mère et un message vocal que ma sœur avait laissé et que je n'avais toujours pas écouté. Je ne les ai pas filtrés par mesquinerie. Je les ai filtrés par souci de clarté. Permettez-moi de revenir au début, car cette histoire ne commence pas par un appel téléphonique. Elle commence par une feuille de calcul et une question que j'évitais depuis 5 ans, à quel moment prendre soin de quelqu'un devient-il le financer ? Je n'avais pas la réponse à l'époque. Je l'ai maintenant. Laissez-moi vous montrer comment je l'ai trouvée. Charlotte, en octobre, a une qualité de lumière particulière, fine et argentée, comme si le ciel rationnait quelque chose. C'était un mardi, à 6h47 du matin. Je le sais parce que j'ai vérifié l'heure 2 fois avant de m'asseoir, ce que je fais comme certaines personnes tapotent leur poche pour leurs clés. Ma table de cuisine contenait 2 choses, une tasse de café noir, encore trop chaud pour être bu, et mon ordinateur portable ouvert sur 2 onglets. Le premier onglet était un rapprochement trimestriel pour un client qui gérait 3 SARL depuis un ancien centre commercial à Conquet. Le deuxième onglet n'avait pas de nom. Je ne lui en avais jamais donné. Il existait en tant que feuille 2 depuis 5 ans, ce qui me frappait parfois comme l'étiquette la plus honnête de mon appartement. J'ai ouvert la feuille 2 comme je l'ouvrais chaque premier du mois, sans drame, sans cérémonie. J'ai tapé les chiffres d'octobre, le loyer de Tara, l'assurance automobile de Tara, l'acompte des frais de scolarité de Tara, 4200 $, le même chiffre qu'il y a 3 ans, ce qui signifiait que l'entrée d'octobre ressemblait exactement à celle de septembre. Qui ressemblait exactement à celle d'août, qui ressemblait exactement à chaque mois depuis septembre 2019. Le total dans la cellule B63 indiquait 252 000 $. J'ai fermé l'onglet, ouvert le rapprochement client, et me suis mis au travail. Le café était devenu froid quand je me suis souvenu que je ne l'avais pas bu. J'ai enveloppé mes 2 mains autour de la tasse. La céramique était froide contre mes paumes. Ce poids spécifique, cette température spécifique, et quelque chose en cela m'a tiré de côté un instant, pas en avant, mais de côté, vers une autre cuisine. J'avais 13 ans, 3 semaines après les funérailles de mon père, la cuisine de Cedar Street avec son plafond taché d'eau et les rideaux jaunes que ma mère n'arrêtait pas de dire qu'elle allait remplacer. La chaise de mon père était toujours à la tête de la table. Personne ne l'avait bougée. Personne n'avait discuté de ne pas la bouger. Elle était simplement restée, et nous nous étions tous arrangés autour de l'espace vide, et cela ressemblait à la première décision que notre famille prenait sans lui. Ma mère s'est assise à côté de moi, non pas une simple présence. Elle a pris ma main. Sa prise était plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Elle a dit, « Claire, tu es la forte. Tu l'as toujours été, comme ton père. » Tara avait 3 ans. Elle était dans la pièce d'à côté à regarder des dessins animés. Elle ne comprenait pas ce qu'était un enterrement. Elle se souviendrait à peine de lui. J'avais 13 ans. Je comprenais tout. Ma mère a serré ma main et a dit, « J'ai besoin que tu m'aides à maintenir cette famille unie. » J'ai dit, « D'accord. » Je ne me souviens pas si je le pensais ou si je savais simplement que c'était vrai. Je me souviens l'avoir dit. Et puis je n'ai cessé de le dire de toutes les manières, sauf à voix haute. Pendant 24 ans, j'ai versé le café froid dans l'évier, préparé une 2e tasse, et suis parti travailler à 7h04. En sortant, je me suis arrêté à l'appartement 4B. Madame Ellington avait 81 ans et une hanche qui rendait les escaliers difficiles. Alors, le mardi, je récupérais tout ce qu'elle m'avait demandé. Cette semaine, une brique de jus d'orange, du thé à la camomille et une marque spécifique de flocons d'avoine, non disponible au crochet le plus proche, mais disponible à celui près de mon bureau. Elle a ouvert la porte en peignoir. Elle a regardé le sac, puis moi. « Tu es une si bonne fille, Claire. » J'ai souri. « Passez une bonne journée, Madame Ellington. » Dans l'ascenseur, j'ai remarqué, comme je remarquais les choses que personne ne m'avait demandé quel genre de journée j'avais. Pas récemment, pas depuis un moment.
Je n'en étais pas rancunière. C'était juste un chiffre, un nombre sans en tête de colonne. Je suis sorti dans la matinée d'octobre et j'ai marché jusqu'à ma voiture. La salle de pause de Harmon & Associates avait une fenêtre donnant sur le parking et une cafetière qui produisait la même odeur de plastique brûlé depuis 3 ans. Donna était déjà là quand je suis arrivé à 11h30, réchauffant quelque chose au micro-ondes. Jamie a enfin trouvé un emploi, a-t-elle dit sans préambule. Donna disait la plupart des choses sans préambule. Jamie était sa fille, 31 ans, et était sur le forfait téléphonique de Donna depuis 2019. C'est bien, ai-je dit. J'ai arrêté de le payer en février. Il lui a fallu jusqu'en avril pour réaliser qu'elle pouvait s'en occuper seule. J'ai versé mon café. Elle m'a crié dessus pendant 3 semaines, a dit Donna, non sans gentillesse. Elle m'a dit que je l'abandonnais. Elle a dit que ce n'était pas comme ça que les mères étaient censées agir. Elle a haussé une fois les épaules. Économe, définitive. Puis elle a eu une promotion. J'ai pensé que c'était différent. La situation de Tara est plus compliquée. Tara a besoin de plus de temps. Je pensais à une version de cette phrase depuis 5 ans. Donna a posé sa fourchette et m'a regardé avec la douceur directe qu'elle appliquait à la plupart des choses. Certaines personnes se relèvent quand on cesse de les rattraper, a-t-elle dit. Et certaines personnes ont juste besoin de savoir que tu seras toujours là pour qu'elles n'aient jamais à découvrir de quoi elles sont capables. Elle a pris son récipient et est partie. Je suis resté près de la cafetière, l'odeur de plastique brûlé, le parking à travers la fenêtre, le calme particulier d'un mardi d'octobre où rien ne s'était encore produit. Je suis retourné travailler. Ma mère a appelé le mercredi à 12h15. J'étais dans ma voiture, dans le parking, mangeant un sandwich sur une serviette en papier, ce à quoi ressemble le déjeuner quand on a facturé 9h avant midi. J'ai décroché à la 2e sonnerie, par habitude. Claire, chérie. Sa voix était chaleureuse de la façon dont elle devenait chaleureuse quand elle avait besoin de quelque chose, une chaleur spécifique comme la chaleur qui émane d'un four juste avant que vous ne l'ouvriez. Comment vas-tu? Bien, maman. Occupée. Bien sûr. Bien sûr. Une pause qui n'en était pas vraiment une. Alors, écoute. Tara a trouvé un appartement. Un très joli. Plus près du campus, plus de lumière naturelle. Le propriétaire autorise les chats, ce qu'elle veut, tu sais. Maman. Et la seule chose est que son crédit n'est pas tout à fait au niveau requis pour l'instant. Ce qui honnêtement, qu'il est à son âge. Et le propriétaire demande un garant avec un crédit établi. Alors je pensais. Non, le mot est sorti plat et immédiat, comme un chiffre apparaît quand on appuie sur Entrée. Pas méchant, juste complet. Silence sur la ligne. Puis, Claire, je ne vais pas me porter garante d'un bail pour Tara. Elle a juste besoin de quelqu'un pour. Je sais ce dont elle a besoin, maman. La réponse est non. En arrière-plan, j'ai entendu du mouvement. Puis la voix de Tara, étouffée, s'adressant à ma mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Et ma mère couvrant le téléphone. Pas tout à fait assez bien. Donne-moi juste 1 minute. J'ai attendu. J'ai regardé le pilier en béton devant ma voiture. Quelqu'un y avait écrit B4 en pochoir jaune. Niveau B, rangée 4. Je m'étais garé à cet endroit exact pendant 2 ans et n'avais jamais remarqué le pochoir jusqu'à ce moment. Ma mère est revenue. Sa voix avait changé, toujours chaleureuse, mais avec quelque chose en dessous maintenant. La façon dont une planche de plancher sonne différemment quand il n'y a rien de solide en dessous. Je ne te comprends juste pas parfois, Claire. Tara est ta sœur. Elle essaie. Elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour se remettre sur pied. Et ce n'est pas comme si on te demandait de lui donner quoi que ce soit. Juste de mettre ton nom. Mon nom n'est pas rien, maman. Un autre silence. Plus long, puis doucement, avec l'épuisement particulier qu'elle avait appris à utiliser comme un outil, tu ne te soucies que de toi-même. Tu le sais, ça? Je suis resté avec ça un instant. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que je voulais être précise sur ce que j'allais dire ensuite. Je te parlerai plus tard, maman. J'ai mis fin à l'appel, posé le téléphone sur le siège passager, regardé le pochoir B4. Je veux être précise sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Pas de la rage,
pas même de la satisfaction, quelque chose de plus froid que l'un ou l'autre. Quelque chose qui, pour la première fois en 5 ans, ressemblait à de l'exactitude. Je suis resté dans ce parking pendant 8 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge de mon tableau de bord. Puis j'ai pris mon téléphone et ouvert l'application de prélèvement automatique. La liste était là, comme elle l'était toujours. La façon dont certaines choses sont si familières qu'elles ne s'enregistrent plus comme un choix. Loyer de Tara, paiement Wells Fargo, 1850 $ par mois. Assurance automobile de Tara, progressive, 340 $ par mois. Acompte des frais de scolarité de Tara, UNC Charlotte formation continue, 210 $ par mois, soit 4200 $, le même chiffre chaque mois pendant 60 mois. Je l'ai regardé pendant 30 secondes. Puis j'ai commencé à annuler une ligne à la fois. L'application m'a demandé de confirmer chaque annulation, ce que j'ai fait, ce qui est le genre de décision de conception qui semble être une formalité jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Annuler. Confirmer. Annuler. Confirmer. Annuler. Confirmer. J'ai posé le téléphone sur le siège passager, regardé par le pare-brise le parking, le béton, les lignes jaunes, la lumière fluorescente qui clignotait à l'extrémité de la rangée d'aussi loin que je me souvienne. J'ai démarré ma voiture. Je suis retourné au bureau. J'ai facturé 4 heures de plus avant 17 heures. Cette nuit-là, j'ai préparé des pâtes maison, ce que je n'avais pas fait depuis plus longtemps que je ne pouvais le dire. Je suis resté devant la cuisinière, à remuer, et je n'ai pas pensé à grand-chose. J'ai mis un couvert à table. J'ai posé mon téléphone face cachée sur le comptoir. Non pas de manière dramatique, juste parce que je n'en avais pas besoin près de moi. J'ai mangé. Je pouvais goûter la nourriture. Cela semble être une petite chose. Ce ne l'était pas. L'appartement était silencieux d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis un moment. Et je suis resté avec ce silence et j'ai essayé d'identifier de quoi il était fait. Pas de vide. Quelque chose d'autre. La texture spécifique d'une pièce où rien n'est encore dû. J'ai fait la vaisselle, je suis allé me coucher. Je n'ai pas rappelé ma mère. Je n'ai pas écouté le message vocal que Tara a laissé à 9h43. Je ne l'écouterai pas pendant 11 jours. Et d'ici là, ce qu'il disait n'aurait plus d'importance. Le 3e jour, Tara a laissé un message vocal. Je l'ai écouté une fois, debout dans ma cuisine à 19h, mon manteau encore sur moi, les courses sur le comptoir. Sa voix était prudente, pas encore en colère, mais toujours dans le registre de la confusion. La façon dont une personne parle lorsqu'elle essaie de laisser une porte ouverte au cas où elle aurait mal interprété quelque chose. Salut, Claire. Alors, je suis allé payer mon loyer et ça dit que le paiement automatique n'a pas été effectué, ce qui est bizarre. Je suis sûr que c'est juste un truc de banque, mais tu peux vérifier de ton côté et me dire? Je dois régler ça avant vendredi où il y aura des frais de retard. Puis une pause, plus douce. Merci. Je l'ai écouté une fois. J'ai posé le téléphone. J'ai enlevé mon manteau. J'ai rangé les courses. Article par article dans l'ordre où ils sont sortis du sac. Les œufs sur la 2e étagère. Le lait à côté. Le bon fromage, celui que j'avais acheté pour moi seul, dans le tiroir de gauche. Puis je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert un nouveau document. Pas la feuille 2. Pas le fichier client. Quelque chose de complètement nouveau. Une page vierge sans histoire. J'ai tapé le jour dans la cellule 1. Je l'ai regardé pendant 3 secondes. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être suivies, parce que le suivi avait été le problème, ou une partie du problème. Parce qu'une femme qui a tenu des registres pendant 5 ans peut reconnaître, quand elle fait enfin attention, la différence entre la documentation et la dévotion. Et cela, quoi que ce soit, n'avait pas besoin d'en-tête de colonne. Je n'ai pas rappelé Tara. J'ai préparé le dîner. Je me suis couché avant 22 heures. J'ai dormi sans me réveiller une seule fois, ce qui ne m'était pas arrivé depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, et ce qui m'a frappé le matin comme un point de données digne d'être noté, même s'il ne restait plus de feuilles de calcul pour l'y inscrire. Le 5e jour, ma mère a appelé. Je faisais la vaisselle du petit déjeuner quand le téléphone s'est allumé sur le comptoir.
Je l'ai regardé sonner comme on regarde un feu changer à une intersection, présente, le notant, prenant une décision, je l'ai laissé passer en messagerie vocale. Puis j'ai posé le téléphone face vers le haut et j'ai ouvert le robinet et j'ai continué à faire la vaisselle. Son message a été diffusé sur haut-parleur pendant que je travaillais. Un soupir, d'abord délibéré, du genre qui demande un contrôle du souffle, puis sa voix, plus basse que d'habitude, avec un ton fatigué plutôt qu'en colère. Claire. Tara dit que quelque chose n'a pas marché avec les paiements à nouveau. Elle s'inquiète pour son bail. Tu sais comment elle est quand elle est stressée. Rappelle-moi juste quand tu auras le temps. C'est important pour moi. J'espère que tu le sais. L'eau coulait. J'ai un peu augmenté le débit. Pas assez pour l'étouffer, juste assez pour mettre de la distance entre sa voix et l'endroit où je gardais les choses importantes. J'ai entendu chaque mot. J'ai entendu le soupir et le ton et le mot encore qui faisait plus de travail qu'il n'y paraissait. J'ai entendu tu sais comment elle est, ce que je savais, et ce qui était précisément le problème. J'ai fini la vaisselle, séché mes mains, et ne l'ai pas rappelé. Il y a quelque chose que les gens ne vous disent pas quand on devient silencieux avec quelqu'un qui attend du bruit de votre part. Ils s'attendent au bruit comme ils s'attendent à la gravité, comme une donnée, comme une loi, comme quelque chose qui est. Quand le bruit cesse, ils ne pensent pas immédiatement qu'elle a pris une décision. Ils pensent qu'il y a eu une erreur. Il y a un problème technique. Quelque chose a mal fonctionné. Il faut un certain temps pour que l'absence soit enregistrée comme un choix. Ma mère et Tara étaient encore dans la phase de dysfonctionnement. Je savais que cela ne durerait pas. Le 7e jour, Donna m'a arrêté dans la salle de pause. « Tu as fait quelque chose de différent », a-t-elle dit. Elle me regardait comme les gens regardent une pièce après que les meubles ont été réarrangés. Quelque chose avait changé, mais les détails n'étaient pas encore clairs. Différent comment? Je ne sais pas. Elle m'a examiné. Tes cheveux? Mes cheveux sont les mêmes. Elle a versé son café. Tu as l'air différente. J'y ai réfléchi. J'ai annulé un abonnement. J'ai dit. Lequel? Plusieurs. Elle m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Quelque chose a traversé son visage. Pas tout à fait de la reconnaissance, mais sa cousine germaine. Puis elle a hoché la tête une fois et est retournée à son bureau, et c'est tout. Je suis resté un instant dans la salle de pause après son départ. L'odeur de plastique brûlé de la cafetière, la fenêtre donnant sur le parking, la qualité particulière d'un mercredi d'octobre qui, pour la première fois depuis longtemps, me semblait m'appartenir. Je n'avais pas été vu de cette manière, la façon dont Donna venait de me regarder, depuis plus longtemps que je ne pouvais le dire. Je ne veux pas dire observer. J'étais observable. Je me présentais. Je livrais. J'étais la personne que le client appelait quand les chiffres ne correspondaient pas. La personne à qui Madame Ellington faisait confiance pour son thé à la camomille. La personne sur laquelle ma mère comptait depuis la cuisine de Cedar Street. J'étais vu de la façon dont les choses utiles sont vues, avec gratitude et sans attention. C'était différent. Donna m'avait regardé et avait remarqué que quelque chose avait changé. Elle ne m'avait pas demandé de l'expliquer ou de l'inverser. Elle l'avait juste noté comme on noterait le temps. Je suis retourné à mon bureau. J'ai facturé 6 heures. À 17h30, je suis rentré chez moi à travers la ville dans la lumière de fin d'après-midi, qui en octobre arrive sous un angle qui donne à tout l'air d'avoir de la valeur, ne serait-ce que brièvement. Et j'ai allumé la radio au lieu de passer en revue les tâches de la semaine dans ma tête, ce que je ne faisais pas normalement. Et j'ai remarqué que je le faisais. Et j'ai continué à le faire quand même. À la maison, j'ai préparé de la soupe. De la vraie soupe, pas celle en conserve, du bouillon maison, le genre qui prend 1 heure, le genre que je n'avais pas fait depuis avant de pouvoir me souvenir ce que depuis il signifiait. Je suis resté devant la cuisinière, à remuer, et j'ai regardé la vapeur et j'ai laissé l'appartement se remplir de quelque chose qui sentait l'effort délibéré. Comme une personne choisissant de se nourrir délibérément. Mon téléphone a sonné 2 fois ce soir-là. Ma mère à 20h, Tara à 21h12. Je lisais quand ils ont appelé, je les ai laissés sur la messagerie vocale. Je n'ai pas écouté les messages cette nuit-là. Ce que j'avais commencé à comprendre lentement, imprécisément, comme la compréhension a tendance à arriver quand on ne la force pas, c'était ceci:
j'avais passé 5 ans à me rendre disponible. Pas dans le sens émotionnel, bien que cela aussi, mais dans le sens littéral et opérationnel. Mon téléphone était toujours allumé. Mon compte était toujours accessible. Mon nom était sur les formulaires. J'étais une ressource avec une page de contact qui n'avait jamais été retirée. La retirer n'était pas, il s'est avéré, un acte dramatique. C'était silencieux. C'était une série de petites non-réponses d'affilée. Chacune légèrement plus facile que la précédente. La façon dont les intérêts composés fonctionnent à l'envers, pas plus vite, juste plus régulièrement. Au 7e jour, j'avais rappelé 0 appel. J'avais répondu à 0 message. Je n'étais pas revenu en arrière. J'ai fini la soupe. J'ai lavé la marmite. Je me suis assise près de la fenêtre un moment et j'ai regardé la rue en contrebas. L'obscurité d'octobre s'installant autour des réverbères. Et j'ai pensé à ce que Donna avait dit 5 jours auparavant. Certaines personnes ont juste besoin de savoir que tu seras toujours là. Et je l'ai retourné. On tourne quelque chose quand on ne sait pas encore si c'est une question ou une réponse. Je me suis couché à 22h15. J'ai dormi jusqu'à 6h. Jour 8. Jour 9. Les chiffres continuaient de bouger même sans feuille de calcul. Le 9e jour, je suis allé à Crozet et je ne suis pas entré. Je me suis garé sur le parking à 6h45, j'ai trouvé une place près du retour de chariot, comme je le faisais toujours, assez près pour être pratique. Assez loin de l'entrée pour que personne ne me heurte avec une portière, et j'ai coupé le moteur, puis je suis resté assise là, sans raison particulière. Il n'y avait pas d'appel téléphonique, pas de nouvelles, pas de moment de crise. J'avais une liste dans ma tête. Pâtes, huile d'olive, les bonnes tomates s'ils en avaient, essuie-tout. J'avais le temps. Le magasin était à 6 mètres. Je suis resté dans la voiture et j'ai regardé l'entrée et je n'ai pas bougé. Le parking de Crozet à 6h45 un jeudi d'octobre n'est pas un endroit sur lequel quelqu'un ait jamais écrit. La lumière et le blanc jaunâtre des tubes fluorescents luttant contre l'obscurité matinale. Les chariots de supermarché dérivent en formation lâche près du terre-plein central. Une femme devant moi chargeait des sacs réutilisables dans une Subaru tandis que sa fille, peut-être 6 ans, se balançait sur la poignée de retour des chariots et chantait quelque chose de privé pour elle-même. J'ai regardé tout cela et j'ai pensé, je n'ai aucune idée de qui je suis quand je ne résous pas le problème de quelqu'un d'autre. Non pas comme une réalisation dramatique. Non pas comme quelque chose qui est arrivé avec poids ou musique. Plutôt comme on remarque au milieu d'une phrase qu'on a mal prononcé un mot toute sa vie. Une correction interne silencieuse, sans public. J'ai regardé mon propre visage dans le rétroviseur. Je le faisais rarement par principe, comme je faisais la plupart des choses qui n'avaient pas de but opérationnel clair. Mon visage avait le même aspect que toujours. 37 ans. Des cheveux qui avaient besoin d'être coupés. L'expression particulière que je portais apparemment quand je n'arborais aucune expression particulière, à laquelle, je l'ai réalisée en la regardant, je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention. J'ai essayé de penser à la dernière fois que j'avais fait quelque chose qui n'était pas lié d'une manière ou d'une autre aux besoins de quelqu'un d'autre. Les flocons d'avoine pour Madame Ellington, le rapprochement trimestriel pour le client de Concor, les appels du mardi à ma mère, les virements du 1er de chaque mois, le cautionnement du prêt automobile il y a 3 ans. Que j'avais fait sans qu'on me le demande 2 fois parce que le crédit de Tara n'était pas ce qu'il fallait, et la demande avait une certaine logique. La même logique que toutes les demandes avaient. La logique qui disait, tu peux, donc tu devrais. Je suis resté sur le parking pendant 11 minutes. Je le sais parce que l'horloge de mon tableau de bord me l'a dit. Puis je suis entré et j'ai acheté exactement ce que je voulais. Pas ce que la liste disait. J'avais oublié la liste. J'ai acheté les bonnes tomates et les pâtes chères et une bouteille de vin que je voulais essayer depuis 3 mois et un bouquet de fleurs parce que le seau près de l'entrée était là. Et je ne m'étais jamais acheté de fleurs dans une épicerie. Et cela semblait être une journée appropriée pour commencer. Je suis rentré chez moi. J'ai cuisiné. J'ai mangé lentement, ce qui était nouveau, et la nourriture était bonne, ce qui n'était pas nouveau, mais semblait nouveau. Le 11e jour, un numéro que je ne reconnaissais pas a appelé à 14h37. J'ai décroché. J'étais à mon bureau. C'était une matinée calme, et je terminais un rapprochement qui se passait bien. Est-ce Claire Sutton ? Une voix professionnelle.
Agréable, lisant quelque chose. C'est cela. C'est Cornerstone Bank qui appelle concernant un compte de prêt automobile se terminant par 4471. Nous constatons un paiement manqué et vous êtes inscrite comme co-emprunteur officiel. Nous vous contactons donc. Je pense que vous avez le mauvais numéro, ai-je dit. J'ai mis fin à l'appel, posé le téléphone, regardé mon écran. Je veux être précise sur ce qui s'est passé dans les 30 secondes qui ont suivi. Pas de satisfaction. La satisfaction aurait été trop chaleureuse pour ce que c'était. Quelque chose de plus froid. La sensation spécifique de dire une vérité si clairement qu'elle ne nécessitait aucun suivi. J'ai dit un mauvais numéro et j'ai raccroché. Et puis je suis resté très immobile un instant parce que j'ai réalisé que cette phrase était exactement ce que je me disais depuis 5 ans. Mauvais numéro, mauvaise conversation, mauvaise version de qui j'étais censé être. Cette version était celle qui répondait autrefois. J'ai ouvert un navigateur et tapé comment se retirer en tant que co-signataire d'un prêt automobile. J'ai lu pendant 12 minutes. La nouvelle n'était pas pratique, mais elle était claire. Retirer un co-signataire exigeait soit que l'emprunteur principal refinance à son propre nom, soit que le prêt soit remboursé intégralement. Cela pourrait prendre 60 à 90 jours minimum. Cela exigeait la coopération de Tara, ce qui n'était pas garanti. Ce n'était pas impossible. C'était juste du travail, et du travail que je pouvais prendre en compte. J'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai tapé prêt auto, suppression co-signataire, recherche prêteur, contacter Cornerstone lundi. J'ai mis un rappel. Puis je suis retourné au rapprochement. À 17h, j'ai rangé mes affaires et pris l'ascenseur jusqu'au hall. Il y avait une chose que j'avais apprise sur les informations difficiles au fil des ans. Travailler avec des chiffres qui ne concordent pas. La première étape était toujours d'obtenir le chiffre réel. Pas l'approximatif, pas l'estimé, pas celui que vous aviez évité de regarder, le vrai chiffre. Une fois que vous l'aviez, vous pouviez planifier. Avant de l'avoir, vous portiez simplement un poids sans connaître la charge. 60 à 90 jours. Très bien. J'avais porté 4200 $ par mois pendant 60 mois. Je pouvais gérer 90 jours. Le 13e jour, ma mère a appelé depuis le parking de mon immeuble de bureau. J'étais à mon bureau quand l'appel est arrivé. Pas le hall, pas l'ascenseur, mon vrai bureau au 4e étage. Elle a appelé d'en bas, ce qu'elle avait fait 2 fois auparavant dans ma vie. Une fois quand mon père est mort. Une fois quand elle avait eu une frayeur pour sa santé et avait conduit 40 minutes pour me le dire en personne plutôt que de le dire au téléphone. Les 2 fois, j'étais descendu. Elle a dit, Claire, je suis dehors. Descends me parler. J'ai regardé par la fenêtre. Sa voiture était dans la section visiteur, première rangée. Elle était sur le siège du conducteur. Je pouvais distinguer sa silhouette à travers le pare-brise, la posture spécifique qu'elle avait quand elle attendait d'avoir raison de quelque chose. Je l'ai regardé un instant. Le ciel d'octobre derrière le parking, les lignes jaunes sur l'asphalte, la lumière fluorescente à l'extrémité qui clignotait depuis le début de l'année et que personne n'avait réparé et que je n'attendais plus que quelqu'un répare. J'ai dit, je suis en plein milieu de quelque chose, maman. Je te rappellerai plus tard. Je ne l'ai pas rappelé plus tard. Ce que j'ai compris en me rasseoir à mon bureau et en revenant à la feuille de calcul devant moi, c'est qu'il y a une différence entre l'absence et l'abandon. Et que la différence est interne. Elle réside dans l'intention de la personne qui part, pas dans l'expérience de la personne qui reste. Ma mère avait conduit 40 minutes pour s'asseoir sur mon parking. C'était réel. Cela comptait pour elle. Et je ne suis toujours pas descendu parce que descendre aurait signifié une négociation de plus dans une langue que je n'étais plus prête à parler. Le rapprochement était équilibré du premier coup cet après-midi-là. C'était presque toujours le cas. J'étais doué pour ça. Trouver le chiffre qui expliquait l'écart, nommer ce qui manquait, clôturer le compte. Je commençais à comprendre que j'étais doué pour d'autres choses aussi. Le 15e jour, ma mère a cessé d'appeler. Pas pour toujours, je le savais. Comme on sait certaines choses sans avoir besoin de preuves, comme un comptable sait qu'une colonne qui n'a pas encore été rapprochée n'est pas une colonne qui a disparu. Mais pendant 4 jours, elle est restée silencieuse. Pas d'appel à 7h15, pas de messages vocaux à midi,
pas de SMS à 21h qui commençait par juste pour prendre des nouvelles et se terminait par quelque chose qui n'était pas juste pour prendre des nouvelles. 4 jours de rien. Tara a envoyé un SMS. Jour 16. À 11h du matin, je suppose qu'on sait où sont tes priorités. Je l'ai lu, posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine, les regarder comme on regarde un relevé qu'on a déjà examiné et qu'on n'a pas besoin de réexaminer. C'était tout. Le 15e jour, je suis allé courir. La première fois en 2 ans. Je connaissais le chiffre exactement parce que la dernière fois, c'était en octobre de l'année précédente, une seule tentative qui avait duré 14 minutes avant que mon genou droit ne me rappelle une décision que j'avais prise dans mes 20 ans. Cette fois, je n'ai pas pensé à mon genou. J'ai enfilé les chaussures que j'avais gardées au fond du placard et je suis sorti dans la matinée d'octobre et j'ai couru. Charlotte, à la mi-octobre, tôt avant que la ville ne soit pleinement éveillée. La lumière arrive basse et l'air est frais sans être froid et les feuilles font ce qu'elles font en octobre, c'est-à-dire tomber d'une manière qui ressemble à une intention, pas à une décomposition. Exactement. Plutôt comme une décision prise au ralenti. J'ai couru devant le café de Davison que je voulais essayer depuis 8 mois. Devant le petit parc au bout de Clément, où 2 hommes âgés jouaient aux échecs à la table en béton, veste sur le dos, sans hâte, devant l'école primaire avec sa clôture en grillage et les empreintes de mains peintes en rouge, jaune et bleu le long du mur d'entrée. J'ai couru pendant 26 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé ma montre quand je suis revenu à mon immeuble, ce qui est aussi quelque chose que je fais, noter le chiffre, le classer quelque part. Debout devant mon immeuble, respirant difficilement, j'ai essayé d'identifier ce que je ressentais. Pas exactement du bonheur. Le bonheur est rond et chaleureux et a tendance à s'annoncer. C'était quelque chose de plus structurel. La sensation d'avoir utilisé quelque chose correctement, d'avoir été de la bonne taille pour le contenant dans lequel je m'étais mise. Je suis monté, j'ai pris une douche, j'ai fait du café, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la rue et j'ai pensé pour la première fois, sans réserve, peut-être que c'est fini. La pensée avait une texture différente de ce à quoi je m'attendais. Pas un triomphe, plutôt comme un audit qui est revenu vierge. Le soulagement est réel. Mais ce que cela signifie surtout, c'est que vous pouvez passer à la chose suivante. J'avais une chose suivante, plusieurs. Le retrait du co-signataire était en cours. J'avais parlé à quelqu'un de Cornerstone lundi. Il m'avait expliqué les exigences de refinancement, et j'avais envoyé les informations à l'email de Tara sans commentaire, juste les détails transférés et les mots, cela devra se faire. Je ne savais pas si elle allait agir en conséquence. Ce n'était plus, à proprement parler, mon problème. J'avais fait ce que je pouvais faire de mon côté. Le reste était une arithmétique qu'elle devrait résoudre elle-même. Pendant 4 jours, j'ai lu le soir. J'ai essayé le café de Davison. J'ai appelé Madame Ellington un jeudi juste pour prendre des nouvelles, non pas parce qu'elle me l'avait demandé. Et nous avons parlé pendant 22 minutes de sa fille à Savannah et d'une émission de télévision que je n'avais jamais vue et de la bonne façon de faire des biscuits maison, ce que j'avais apparemment fait mal toute ma vie. Je me suis couché quand j'étais fatigué. J'ai mangé quand j'avais faim. C'était le 19e jour quand ma mère m'a envoyé un SMS. Elle avait essayé d'appeler 2 fois cet après-midi-là. Une fois à 15h, une fois à 17h15. J'avais laissé les 2 passer. J'étais en plein milieu de quelque chose à 15h et je préparais le dîner à 17h15 et aucune de ces choses ne me semblait une raison suffisante pour arrêter. Le SMS est arrivé à 19h42. La famille se réunit dimanche. J'ai besoin que tu sois là. 14h, nous allons en parler comme des adultes et régler ça en famille. Je t'attends. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone sur la table à côté de mon dîner. J'ai fini de manger. Une réunion de famille. L'expression de ma mère pour se réunir en famille, comme si c'était un rassemblement plutôt que ce que c'était. La dernière fois qu'elle avait appelé, j'avais 17 ans, elle avait eu besoin d'expliquer quelque chose sur l'argent, quelque chose concernant mon compte d'épargne universitaire et une situation à court terme qui avait semblé urgente et s'était résolue comme les situations à court terme le faisaient. Parfois, c'est-à-dire qu'elle ne s'était pas entièrement résolue. Et je suis allé dans une université d'État au lieu de celle que je voulais. Et ma mère m'a apporté une plante pour ma chambre de dortoir et m'a dit que les universités d'État étaient tout aussi bonnes, ce qu'elle croyait. Et j'ai finalement choisi de le croire aussi parce que l'alternative n'était pas quelque chose pour lequel j'avais l'énergie à 17 ans.
Les économies universitaires n'ont jamais été remplacées. Cela avait cessé d'avoir de l'importance. J'avais fait mon chemin avec ce que j'avais, ce que je faisais avec la plupart des choses. J'ai relu le texte. Je t'attends. Il y avait une version de moi, la version qui avait répondu à l'appel de la banque le jour 11, avant de se souvenir qu'elle n'avait pas à le faire, qui aurait répondu bien sûr avant d'avoir fini de lire la phrase. Qui aurait déjà planifié quoi apporter, s'il fallait arriver tôt, comment empêcher que la pièce ne s'envenime. J'ai posé le téléphone face cachée et j'ai fait la vaisselle. Dimanche était dans 4 jours. Je trouverai ce que je voulais dire d'ici là, ou je ne dirai rien du tout, ou je dirai beaucoup, lentement et clairement, dans une pièce pleine de gens qui n'avaient jamais pensé à demander si je tenais les comptes. L'une de ces choses se produirait. Je suis allé me coucher. Je ne suis pas resté éveillé. Le côté registre était douloureux. Le salon de ma mère n'avait pas changé depuis 11 ans. Le même canapé couleur crème avec les coussins qu'elle avait achetés à une foire artisanale en 2009. La même impression encadrée de Myrtle Beach au-dessus de la cheminée. La petite table avec la lampe en céramique et le sous-verre qu'elle avait depuis avant que je ne puisse m'en souvenir, et qui avait une marque d'une tasse que je soupçonnais être celle de mon père. Je suis arrivé à 14 heures exactement parce que c'est ce qu'elle avait dit et je ne voyais aucune raison de lui donner un avantage précoce. Ils étaient déjà là. Oncle Gary sur le petit canapé, veste sur le dos, mains sur les genoux dans la posture d'un homme à qui on avait dit que c'était important et qui prenait cela au sérieux. Tante Patrice à côté de lui, un verre de thé sucré, son expression calibrée pour être préoccupée mais solidaire. Ma cousine Michel sur la chaise près de la fenêtre, ne regardant pas tout à fait son téléphone, mais pas tout à fait non plus. Tara sur le petit canapé près du couloir. Elle avait pris le siège le plus proche de la sortie, ce que j'ai remarqué et ce qui me disait qu'elle n'était pas aussi confiante qu'elle voulait le paraître, et ma mère dans son fauteuil, celui où elle s'asseyait toujours, droite, un mouchoir à la main qu'elle n'utilisait pas encore. Je me suis assise. J'ai posé mon sac par terre à côté de moi. J'ai attendu. Oncle Gary s'est éclairci la gorge. Il avait 62 ans et dirigeait une entreprise de nettoyage à sec depuis 30 ans et était à sa manière un homme décent, le genre de décence qui opère principalement par non-ingérence et par une préoccupation sincère occasionnelle. Claire, a-t-il dit. Merci d'être venu. Nous voulons nous voulons comprendre ce qui se passe avec toi et Tara, avec la famille. D'accord, ai-je dit. Tara traverse une période difficile en ce moment. Je suis au courant. Il a regardé tante Patrice. Elle s'est légèrement penchée en avant. Nous t'aimons tous, Claire. Personne ici ne te blâme pour quoi que ce soit. Nous pensons juste qu'elle a fait une pause. La façon dont les gens font une pause quand ce qui suit demande plus de soins que ce qui a précédé. Nous pensons que peut-être il y a eu une certaine incompréhension quelque part, et nous voulons juste que tout le monde parle pour que nous puissions régler ça ensemble. Je l'ai regardé. J'ai regardé la lampe en céramique. J'ai pensé au fait que tante Patrice et moi avions parlé 4 fois au cours des 3 dernières années, toutes lors de vacances, aucune ne concernant quoi que ce soit au-delà de la surface des choses. Et qu'elle était maintenant assise dans le salon de ma mère avec un verre de thé sucré et la phrase une certaine incompréhension et que j'étais censé trouver cela une base de conversation. Il n'y a pas eu d'incompréhension, ai-je dit. On m'a demandé de me porter garante d'un bail. J'ai refusé. Ma mère m'a dit que je ne me souciais que de moi-même. J'ai mis fin à l'appel. J'ai annulé les paiements automatiques que je faisais depuis 5 ans. C'est tout. La pièce a bougé. Pas beaucoup, un petit ajustement. Le genre qu'on ressent plutôt que de voir. Tara a parlé depuis le petit canapé. Tu ne peux pas tout annuler sans préavis, Claire. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille. Ce n'est pas comme ça que fonctionne quoi que ce soit. J'ai donné 5 ans de préavis, ai-je dit. Je l'ai juste fait par versement. Ce n'est pas. Elle s'est arrêtée. A recommencé. Tu agis comme si nous avions profité de toi. Je n'agis pas comme quoi que ce soit. Je décris ce qui s'est passé. Tu m'as fait passer pour incapable de prendre soin de moi-même. Tara, ma voix était égale, comme elle l'était quand je travaillais avec un chiffre qui ne correspondait pas et qui devait être traité directement avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse continuer. Je paie ton loyer, ton assurance automobile et tes frais de scolarité depuis 5 ans. C'est la situation.
Je n'ai pas créé l'apparence. Je l'ai financée. Le silence dans la pièce avait une qualité spécifique, le genre qui se produit quand quelque chose de vrai a été dit dans une pièce qui n'y était pas préparée. Ma mère a posé son mouchoir. Il ne s'agit pas d'argent, a-t-elle dit. Tout est question d'argent, ai-je dit. C'est ce qu'est un registre. Son visage a traversé quelque chose que je ne pouvais pas nommer exactement, une sorte de compression, un repli sur soi. Je ne t'ai pas élevé pour que tu penses aux choses en termes de débit et de crédit. Tu m'as élevé pour que je gère les choses. Je les ai gérées. Pendant 24 ans. Sa voix était devenue plus douce. C'est ce que fait la famille. Elle prend soin les uns des autres. Elle ne tient pas les comptes. Quelqu'un doit le faire. Oncle Gary s'est agité sur le petit canapé. Ma cousine Michelle avait posé son téléphone complètement face cachée. La pièce était attentive de la façon dont les pièces deviennent attentives quand les gens sentent que la chose qu'ils sont venus empêcher pourrait être en train de se produire. Quoi qu'il en soit, ma mère m'a regardé. Elle avait ses mains jointes sur ses genoux maintenant. Le mouchoir avait disparu quelque part. Quand elle a reparlé, sa voix était la voix qu'elle utilisait quand elle décidait qu'une approche directe était la seule qui restait. Non pas cruelle, mais déployée. Comme un outil est déployé. J'ai essayé, a-t-elle dit, de comprendre ce que j'ai fait qui t'a rendu ainsi. J'ai attendu. Tara. Tara sait aimer les gens. Elle a dit cela sans hésitation. La façon dont on dit une chose à laquelle on pense depuis longtemps et qu'on a finalement cessé de modifier. Elle n'est pas parfaite. Elle a besoin d'aide parfois. Mais elle aime les gens. Elle se manifeste. Elle appelle. Ses yeux étaient sur moi. Toi, tu sais juste compter. La pièce est devenue très calme. J'ai regardé le sol. 12 carreaux entre moi et la porte d'entrée. Céramique blanc cassée, légèrement irrégulière au niveau des joints, le même carrelage qu'elle avait fait poser quand j'étais au lycée. Et elle avait fait la cuisine et le couloir en même temps parce que l'entrepreneur lui avait fait une bonne affaire si elle faisait les deux. 12 carreaux. Le problème avec cette phrase, tu sais juste compter, c'est que ce serait plus facile si c'était simplement cruel. La cruauté, on peut la classer. On peut la mettre dans une colonne, l'étiqueter, en tenir compte. Ce qu'elle avait dit était autre chose. Ce qu'elle avait dit était la chose dont j'avais peur depuis mes 13 ans, hochant la tête à une table de cuisine alors que la chaise de mon père était vide à la tête de celle-ci. La peur que tout ce temps, toutes ces années de gestion et de prise en charge et de présence de toutes les manières sauf les plus chaleureuses, ait confirmé quelque chose à mon sujet plutôt que de le démentir. Que j'étais efficace là où j'aurais dû être aimante, que je connaissais le prix de tout et le coût de rien. Je suis resté avec ça le temps qu'il faut pour compter 12 carreaux. Puis j'ai pris mon sac. Je me suis levé. J'ai regardé ma mère et j'ai regardé Tara et j'ai dit avec la même voix que j'utilisais pour clôturer un rapprochement, je vous recontacterai. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Il n'y avait pas de claquement de porte en moi. J'ai marché jusqu'à ma voiture dans la pâle lumière de l'après-midi du dimanche et je suis rentré chez moi et je n'ai pas allumé la radio et je me suis garé à ma place habituelle et j'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon étage et je suis entré dans mon appartement et je me suis assise sur le canapé. Sans allumer les lumières. L'appartement était sombre. La rue devant la fenêtre était comme d'habitude un dimanche soir. Quelques voitures, un promeneur de chiens, l'enseigne néon du magasin du coin en rouge et blanc. Des choses normales qui continuaient d'être normales. Mon téléphone était dans ma main. Je ne me souviens pas l'avoir sorti de mon sac. Le nom de ma mère était en haut des appels récents. Il faudrait 4 touches pour la rappeler. Je connaissais le nombre de touches comme je connaissais la plupart des choses, précisément, automatiquement, sans avoir à y penser. La partie de moi qui avait dit d'accord à 13 ans était très bruyante maintenant. Elle avait été silencieuse pendant 19 jours et maintenant elle était présente de la façon dont un vieux système se manifeste quand on a essayé de l'éteindre. Pas avec grâce, pas d'un coup, mais par de petits bruits accumulés. Tous demandant la même chose. Et si elle a raison? Et si tu reviens? Et si tu dis la bonne chose? Et si tout redevient comme avant? Et comme avant, c'était mauvais d'une manière que tu ne pouvais pas supporter. Mais au moins c'était quelque chose que tu comprenais. J'ai regardé le nom de ma mère sur l'écran pendant un long moment.
Puis j'ai posé le téléphone à l'extrémité du canapé, l'extrémité où je ne m'asseyais jamais, l'extrémité qui servait de surface pour le courrier et les livres et les choses dont je ne savais pas encore quoi faire. Je me suis allongé là où j'étais. J'ai regardé le plafond. La pièce était sombre et les bruits de la rue traversaient la fenêtre comme toujours, étouffés, continus, sans signification particulière. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas dormi non plus. Pas vraiment, pas complètement. Je suis resté allongé sur le canapé avec mon manteau jusqu'à 2 heures du matin et j'ai pensé à la chaise de mon père et aux 12 carreaux et à une phrase que je ne savais pas encore si je devais pardonner. Puis je me suis levé. Je suis allé à la cuisine. J'ai fait du thé. Je me suis assis à table. L'ordinateur portable était fermé de l'autre côté. Je l'ai regardé longtemps avant de l'ouvrir. Je me suis réveillé à 4h23 et j'ai su immédiatement que je ne me rendormirais pas. Ce n'était pas inhabituel. Dans les semaines qui ont suivi la mort de mon père, je me réveillais à des heures impaires et je restais dans l'obscurité à faire ce que je faisais depuis mes 13 ans, c'est-à-dire faire l'inventaire de ce qui devait être fait et dans quel ordre. Les listes étaient rassurantes. Une liste signifiait que vous saviez à quoi vous aviez affaire. Une liste signifiait que le problème avait des limites. Je me suis levé. Je n'ai pas allumé beaucoup de lumière. La lampe de la cuisine, celle au-dessus de la table, qui faisait un petit cercle jaune et laissait le reste de l'appartement dans le gris avant le matin. J'ai fait du café. Je me suis assise. J'ai ouvert l'ordinateur portable. Pas le fichier client, pas le nouveau document que j'avais commencé. J'ai ouvert la feuille 2. Je ne l'avais pas regardée depuis le jour où j'avais annulé les paiements. Je l'avais ouverte ce matin d'octobre comme je l'avais ouverte chaque mois pendant 5 ans. J'avais tapé les chiffres, noté le total, fermé l'onglet. C'était la dernière fois. Je n'étais pas revenu en arrière. Je suis revenu maintenant. Septembre 2019, la première entrée. Je me suis souvenu de ce mois. Clairement, Tara s'était inscrite à sa 2e tentative de programme d'études et avait besoin de l'appartement hors campus parce que les dortoirs, disait-elle, étaient trop bruyants pour étudier. J'avais pensé que c'était raisonnable. J'avais mis en place le prélèvement automatique sans demander combien de temps il durerait. J'ai lu, mois après mois. Les chiffres n'ont pas changé. Le loyer est resté à $1850 pendant 18 mois avant que le propriétaire ne le porte à $1900, et j'ai ajusté le paiement sans le noter autrement que comme un chiffre à mettre à jour. L'assurance automobile a fluctué. Les frais de scolarité venaient par versement qui ne correspondaient pas toujours au mois calendaire. Ainsi, certaines entrées étaient plus élevées et d'autres plus basses, et j'avais construit une formule pour faire la moyenne sur l'année, et la formule avait parfaitement fonctionné. Et je n'avais jamais une seule fois envisagé si la chose que la formule mesurait devait être mesurée du tout. Il y avait des notes dans la colonne la plus à droite. J'avais oublié les notes. Vacances en décembre 2019. J'ai viré un supplément ce mois-là pour un ordinateur portable dont Tara avait besoin et je l'avais appelé un cadeau de vacances dans la colonne des notes parce que quelque chose à ce sujet me semblait plus propre que de l'appeler ce que c'était. Problème de voiture en mars 2020. Elle avait eu besoin de nouveaux pneus. J'avais cherché le coût moyen des pneus pour sa marque et son modèle. Virer le montant. Taper et problème de voiture dans la colonne. Aide au dépôt en août 2020 quand elle a déménagé dans le plus grand appartement. Anniversaire en juin 2021. J'avais ajouté $100 au virement de ce mois-là et apparemment décidé que cela justifiait une documentation. Comme si elle avait besoin de savoir, comme si quelqu'un d'autre que moi vérifiait cela. J'ai lu pendant longtemps. À un moment donné, le café est devenu froid, et je ne l'ai pas remarqué avant de le prendre et de le trouver à température ambiante, ce qui m'a donné une idée lointaine de la durée pendant laquelle j'étais resté assise là. Je ne me suis pas levé pour en refaire. La dernière entrée était mars 2024, $4200. J'ai regardé le total dans la cellule B63 pour la 2e fois. En 2 mois, $257 400. Le chiffre avait légèrement augmenté depuis la dernière fois que je l'avais calculé. Parce que j'avais mal compté les mois la première fois de 2, j'ai corrigé la formule. Le total s'est ajusté. Je l'ai regardé. $257 400. Mon père était un homme prudent avec l'argent. Pas riche, il travaillait dans la gestion des stocks pour une chaîne de quincaillerie régionale, ce qui payait assez bien pour une famille de 4 personnes dans une ville de taille moyenne.
Et il tenait un registre dans un cahier vert à couverture rigide que j'avais trouvé une fois dans le tiroir du bureau, et que j'avais feuilleté et remis sans rien dire. Il notait chaque dépense. Chacune. Le cahier était organisé par catégorie, logement, nourriture, services publics, enfants, divers. Sous enfants, il avait écrit mon nom et celui de Tara et gardé une colonne pour chacune de nous. J'avais toujours pensé que j'avais hérité de lui cette habitude, le suivi, la documentation, le besoin d'avoir le chiffre. Il m'est apparu maintenant pour la première fois qu'il avait tenu le registre pour que la famille puisse voir clairement ce qu'elle avait, non pas pour se justifier auprès de qui que ce soit, non pas pour préparer un dossier. Juste parce que connaître le chiffre réel était sa façon de comprendre une situation. Il ne l'avait jamais montré à personne. Je l'avais trouvé par accident. Il n'a jamais su que je l'avais trouvé. J'avais tenu mon registre pendant 5 ans et ne l'avais montré à personne non plus. Mais là où son registre était un outil, le mien était devenu autre chose. Un registre de chaque mois où je m'étais dit que c'était raisonnable. Que c'était temporaire. Que c'était ce que faisait la famille. La preuve que je n'avais pas été stupide. Que les chiffres prouvaient ma bonté. Des preuves contre une accusation que personne n'avait encore déposée. La voix de ma mère de dimanche. Tu sais juste compter. J'avais porté cette phrase depuis qu'elle l'avait prononcée. Comme on porte un caillou dans sa chaussure, en étant conscient à chaque pas, sans s'arrêter. Je l'avais entendue comme une accusation, comme ce qu'elle avait toujours cru de moi, dit enfin à voix haute, que j'étais une personne sans chaleur, une fonction portant un visage. Je l'ai retournée dans la cuisine à 4 heures du matin avec du café froid et 5 ans de documentation ouverte sur l'écran. Oui, ai-je pensé, je sais compter. J'ai compté depuis mes 13 ans, assise dans une cuisine de Cedar Street, tandis que ma mère tenait ma main et que la chaise à la tête de la table était vide. Et j'ai dit, d'accord. Parce que quelqu'un devait dire quelque chose. J'ai compté parce que quelqu'un dans cette famille devait le faire, parce que l'alternative était de ne pas compter. Et ne pas compter signifiait ne pas savoir. Et ne pas savoir signifiait que tout ce qui allait arriver arriverait sans avertissement. Je savais compter. Je n'avais jamais, en 24 ans, tourné le compte vers moi-même. Jamais ajouté de colonne pour ce qui m'était dû. Jamais exécuté la formule qui allait, le temps de Claire, le crédit de Claire, le nom de Claire sur les formulaires. Les économies universitaires de Claire, les appels du mardi de Claire, la livraison de flocons d'avoine de Claire à l'appartement 4B. Quel est ce total? Et qui le porte? Et quelqu'un a-t-il déjà demandé? J'ai fermé la feuille de calcul. J'ai ouvert un nouveau document. Je suis resté là un instant, les mains sur le clavier, la petite lampe jaune. Charlotte encore principalement sombre devant la fenêtre, à l'exception d'une lumière occasionnelle s'allumant dans un appartement de l'autre côté de la rue. Quelqu'un d'autre aussi éveillé à cette heure pour ses propres raisons. J'ai commencé à taper. Cela a pris 40 minutes, non pas parce que je ne savais pas ce que je voulais dire. Je le savais exactement. Cela a pris 40 minutes parce que j'étais précise et que la précision demande du temps. Et c'était peut-être le document le plus important que j'ai jamais rédigé et je n'allais pas me tromper. Quand j'ai eu fini, je l'ai relu une fois, fait 2 petites modifications, relu à nouveau. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma mère. Si tu veux faire une réunion de famille, je serai là. Samedi, ça marche. J'ai posé le téléphone. La fenêtre devenait plus claire, ce gris particulier, avant que le gris ne devienne couleur. J'ai pris la tasse de café, constaté qu'elle était froide, l'ai reposée. Je suis allé au coin de la pièce où je gardais l'imprimante. Elle s'est bloquée à la 2e page. Je me suis assise par terre à côté, ce qui est la seule réponse digne à un bourrage d'imprimante à 6 heures du matin, et j'ai retiré le papier du mécanisme d'alimentation comme je l'avais fait une 12aine de fois auparavant, lentement, uniformément, sans forcer. L'imprimante a fait son bruit de réflexion. J'ai rechargé le papier, appuyé à nouveau sur imprimer. 5 pages sont sorties chaudes, une à la fois, dans le bac. Je les ai empilées, tapoté les bords pour les égaliser contre le sol. Je les ai tenues un instant, le papier chaud. Le poids particulier de quelque chose que vous avez fait. Et puis je les ai posées sur la table de la cuisine et je suis allé prendre une douche. Samedi était dans 4 jours. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Je suis arrivé à 14 heures,
exactement comme le dimanche précédent, parce que la précision était une habitude que je n'avais aucune raison particulière de briser. Le salon contenait les mêmes personnes, plus ou moins. Oncle Gary, tante Patrice, ma cousine Michelle, qui cette fois avait complètement rangé son téléphone, ce que j'ai remarqué. Tara sur le petit canapé près du couloir et ma mère dans son fauteuil, droite, les mains jointes sur ses genoux. Le mouchoir de dimanche dernier avait disparu. Elle avait l'air fatiguée d'une manière qu'elle n'avait pas la semaine précédente. Non pas la fatigue jouée qu'elle arborait parfois quand elle voulait qu'on lui pose des questions, mais la vraie, celle qui ne s'améliore pas avec un public. Je me suis assise. J'ai posé mon sac par terre. J'ai sorti le dossier. Personne n'a dit un mot. Je veux vous lire quelque chose à tous, ai-je dit. J'ai ouvert le dossier. J'ai trouvé la première page. Septembre 100. Septembre 2019. Assurance automobile de Tara $340. Septembre 2019. Acompte des frais de scolarité de Tara $210. La pièce attendait. Je pense qu'ils attendaient un contexte, un cadre pour que je dise ce que c'était. Je ne l'ai pas fait. Je suis passé à la ligne suivante. Octobre 2019. Octobre 2019. Assurance automobile $340. Octobre 2019. Frais de scolarité $210. Les mains d'oncle Gary se sont déplacées sur ses genoux. Tante Patrice a regardé ma mère, puis a détourné le regard. Novembre 2019. Loyer $1850, assurance $340. Frais de scolarité $210. Novembre 2019. Aide au dépôt supplémentaire pour l'appartement de Cédar $1600. Note, aide au dépôt. J'ai lu lentement. Il n'y avait aucune raison de se presser. Les chiffres étaient les chiffres et ils n'allaient nulle part. Et j'avais été précise à leur sujet pendant 5 ans, et j'avais l'intention d'être précise à leur sujet maintenant. J'ai lu jusqu'en 2020. L'assurance automobile a augmenté au printemps. J'ai noté le chiffre exact. Les frais de scolarité ont baissé pendant un semestre lorsque Tara a pris moins de crédit, et je l'ai noté aussi. En août, j'avais payé un supplément pour un appartement plus grand, et j'avais écrit frais de déménagement dans la colonne des notes, et j'ai lu cela à voix haute comme je lisais tout le reste, uniformément, sans commentaire. Tara a commencé à pleurer vers le printemps 2021. Je l'ai entendu avant de le voir. Un changement dans sa respiration. Une qualité spécifique de silence qui est différente du silence ordinaire. J'ai levé les yeux une fois brièvement. Comme on lève les yeux d'un document pour confirmer que la pièce est toujours là. Elle avait ses mains sur ses genoux et la tête légèrement penchée et je l'ai regardée pendant 2 secondes et j'ai de nouveau baissé les yeux sur la feuille de calcul. J'ai continué à lire. Ma mère a regardé la table. Elle avait regardé la table depuis quelque part en 2020 et elle a continué à la regarder et elle n'a pas parlé. Je m'attendais à ce qu'elle parle. Elle ne l'a pas fait. J'ai terminé la page 4. Je suis passé à la page 5. Octobre 2023. Loyer $1900. Assurance $352. Acompte des frais de scolarité $210. Octobre 2023. Aide supplémentaire pour la visite médicale de Tara $85. Note, médecin. J'ai lu la dernière entrée. Mars 2024. Loyer $1900. Assurance $352. Acompte des frais de scolarité $210. J'ai tourné la page. Total. J'ai fermé le dossier. Je l'ai posé sur la table d'appoint à côté de ma chaise. J'ai mis mes mains sur mes genoux. Je ne le demande pas en retour, ai-je dit. Je ne fais pas un argument. Je ne demande à personne d'être d'accord avec moi, de s'excuser ou de changer sa façon de penser à tout cela. Je l'ai lu parce que tout le monde dans cette pièce était ici la semaine dernière et je voulais que tout le monde dans cette pièce sache quelle était réellement la situation. Personne n'a parlé. J'ai regardé ma mère puis Tara et j'ai gardé ma voix au même niveau que pendant les 11 minutes précédentes. Je vous aime toutes les deux. Je ne mets pas fin à cette famille, mais je dois vous dire 3 choses et j'ai besoin que vous les entendiez sans répondre avant que j'ai terminé. Ma mère a levé les yeux de la table. Je ne fournirai plus de soutien financier à personne dans cette famille à l'avenir. Pas de caution, pas de virement, pas de prêt.
Si cela change, je le dirai. Mais pour l'instant, c'est là où j'en suis. J'ai fait une pause pour laisser le temps que cela s'imprègne avant la suite. Quand quelqu'un de cette famille me dit que je ne me soucie que de moi-même ou que je ne sais pas aimer les gens, c'est la fin de la conversation. Je partirai à chaque fois. Une autre pause. Et j'appellerai quand je voudrais appeler, pas quand il y a une crise, pas quand quelqu'un a besoin de quelque chose. Quand je le voudrais. La pièce était très silencieuse. C'est tout, ai-je dit. Ce sont les 3 choses. Je ne les négocie pas, et je ne les explique pas plus que je ne l'ai déjà fait. Ce ne sont pas des punitions. C'est juste comme ça que les choses vont fonctionner pour moi à partir de maintenant. Ma mère me regardait depuis que j'avais commencé les 3 choses. Et elle a continué à me regarder et quelque chose dans son visage faisait le lent travail privé d'une personne qui a reçu des informations qui ne peuvent pas être annulées. Pas de colère, pas la tristesse utilisée comme une arme de dimanche dernier. Quelque chose de plus ancien que l'un ou l'autre. Elle a dit, je ne savais pas. 2 mots. Aucune performance dedans. Je l'ai regardé. Je ne savais pas que c'était autant. Elle a dit, Claire, je ne savais vraiment pas. Je l'ai cru. C'était le plus difficile. Pas les 11 minutes de lecture, pas les 3 conditions, pas le dossier sur mes genoux. Le plus difficile a été de la croire et de savoir que cela ne changeait rien au calcul. Elle n'avait pas su. Elle avait élevé 2 filles et avait regardé l'une d'elles porter l'autre pendant 24 ans, et elle n'avait vraiment pas remarqué. Et je l'ai cru, et cela expliquait beaucoup de choses, et cela n'expliquait rien du tout. Je sais, ai-je dit. Tara n'a pas parlé. Elle avait les mains à plat sur les genoux et elle regardait le vide de la pièce quelque part entre le sol et le mur. Et je l'ai regardé un instant, ma sœur, 27 ans, 3 ans quand notre père est mort, qui avait grandi dans une famille où quelqu'un la rattrapait toujours avant qu'elle ne tombe. Et je ne lui ai rien dit parce que je n'avais rien à dire que la lecture n'avait pas déjà dit. Oncle Gary s'est discrètement excusé pour aller à la cuisine. J'ai entendu le robinet couler et Patrice a posé sa main sur le bras de ma mère. J'ai pris mon sac. Je me suis levé. Ma mère a dit, Claire. J'ai attendu. Elle a dit, je suis désolé. Juste ça. Rien d'attaché. Aucune explication, aucune défense, aucune demande cachée. Je l'ai regardée un instant dans son fauteuil, le canapé couleur crème derrière elle, l'impression de Myrtle Beach au-dessus de la cheminée, le sous-verre avec la marque que j'avais toujours soupçonné d'être celle de mon père. Je sais, ai-je dit. Je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai marché jusqu'à ma voiture dans l'après-midi de janvier. Il faisait plus froid maintenant qu'en octobre. Les arbres dénudés et le ciel pâle et l'odeur de la cheminée de quelqu'un quelque part dans la rue. Et je suis rentré chez moi et j'ai préparé le dîner et je suis allé me coucher et j'ai dormi. 3 mois plus tard, un dimanche de janvier, j'ai fait du café et je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la rue s'éveiller. Mon ordinateur portable était ouvert sur la feuille de calcul de travail. La feuille 2 était toujours dans les fichiers. Je ne l'avais pas ouverte depuis le matin où je l'avais lue à 4 heures du matin, et je ne l'ai pas ouverte maintenant. Je n'en avais plus besoin. Le compte était clos. Michel a envoyé un SMS en février pour dire que Tara était retournée chez notre mère. Une camionnette, des cartons, un matelas enveloppé dans du plastique un samedi après-midi. Les voisins avaient apparemment des choses à dire. J'ai lu le SMS dans la salle de pause au travail et j'en ai pris note comme je prenais note de toute autre fois. Et puis j'ai fermé ce document et ne l'ai plus jamais ouvert. Ma mère m'a envoyé une photographie en mars. Une fleur de son jardin. En gros plan. La lumière venant de côté. Pas de texte, juste l'image. Je l'ai regardé un instant. J'ai posé le téléphone. J'ai fini mon café. L'appartement était silencieux d'une manière qu'il était devenu de plus en plus silencieux depuis 3 mois. Non pas vide, non pas l'absence de quelque chose, mais la présence de quelque chose que j'apprenais encore à nommer. Pas la solitude, quelque chose dans lequel on pouvait s'asseoir sans avoir besoin de le réparer, de l'expliquer ou de le rendre productif. Quelque chose qui avait toujours été là, sous tout le reste, attendant que la pièce se dégage. Si vous avez déjà été la personne responsable, celle qui répondait quand les autres ne le faisaient pas, qui payait ce que les autres ne pouvaient pas, qui restait stable pour que tous les autres puissent se permettre de s'effondrer.
Alors vous savez déjà ce que Claire savait avant de savoir qu'elle le savait. Que être nécessaire et être aimé ne sont pas la même chose. Et la distance entre eux, une fois que vous la voyez, ne peut plus être ignorée. Il n'y a rien de mal à prendre soin des gens. Cet élan est réel et il est bon. Mais quelque part entre prendre soin et prendre en charge, une ligne est franchie silencieusement, progressivement, sans que personne ne convoque de réunion à ce sujet, et soudain vous financez une vie qui n'est pas la vôtre. Portant un poids que personne ne vous a demandé de déposer parce que personne n'a remarqué que vous le portiez. La question à laquelle Claire a dû répondre est la même que celle qui vous préoccupe peut-être en ce moment, quand la générosité devient-elle un substitut à la conversation plus difficile? Quand maintenir la paix coûte-t-il plus cher que la paix ne vaut? Ce qu'elle a découvert sur un parking et à une table de cuisine à 4 heures du matin et finalement dans un salon plein de gens qui n'avaient jamais compté, c'est que le pardon et le retour ne sont pas non plus la même chose. Elle a pardonné à sa mère. Elle n'est pas revenue à l'arrangement qui avait nécessité ce pardon. Cette distinction aimer quelqu'un et refuser d'être rabaissé par lui n'est pas de l'égoïsme. C'est en fait la seule façon pour que l'amour reste honnête sur une longue période de temps.